Ce programme vous est présenté par la NEP. Ce programme vous est présenté par Air Algérie. Ce programme vous est présenté par Madar Holding. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme. Ce programme vous est présenté par la NEP. Ce programme vous est présenté par Air Algérie. Ce programme vous est présenté par Madar Holding. Le Nomad Et demi de direct, de l'actu, des débats, mais aussi de la bonne humeur. C'est tout de suite dans la grande émission. Alors à mes côtés ce soir, Karim Zeribi, bonsoir. Bonsoir. Haftarek, merci d'être avec nous ce soir. J'ai également le plaisir d'être accompagné de Nariman et de Karim comme à l'accoutumée. Bonsoir à tous les deux. Haftarkom. Mahdi Ben Issa est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Haftarkom. Vous nous faites l'honneur d'être avec nous pour ce troisième numéro. Alors je rappelle qui vous êtes. Vous êtes producteur nommé par le ministère de la Culture, commissaire du Festival international du film engagé d'Alger. D'Alger, voilà, et vous avez gentiment accepté d'être avec nous ce soir. Merci donc d'être avec nous. Je voudrais tout d'abord, mesdames et messieurs, que l'on entame cette émission avec le rendez-vous périodique que vous venez de regarder il y a quelques instants. Donc c'était le rendez-vous du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avec les médias nationaux. À cette occasion, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, est revenu sur les dossiers importants qui marquent l'actualité nationale mais aussi internationale. Il a rappelé notamment les batailles menées par la diplomatie algérienne historiquement dans la défense des causes justes, à l'instar de la défense de la cause palestinienne, mais aussi qui ont permis l'isolement international du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Il a réaffirmé les positions immuables de l'Algérie en défense du droit international et du principe de la liberté des peuples opprimés. Je vous propose de l'écouter, on en parle juste après. من أجل الناس ما هم لا عرب ولا مسلمين. لما الجزائر خضعت على عاتقها باش تطرد الكيان العنصري من جنوب افريقيا، سخرنا كل الطاقات نتاع الجزائر، كل الدبلوماسيه، وانتصرنا على وطردوا من الامم المتحده، وطردوا من المنظمات الافريقيه، وطردوا من كل الاماكن حتى سقط الابارتايد ورجع مرحوم مانديلا رئيس باش عاود تفاجات من ذاك الوقت وحنا بتقريب اشقاء. ما يتهموناش بالعنصريه ولا بهذه. جبنا نفس المعارك على جهات اخرى، وكان دائما النصر للحق اللي وراه المطالبه من طرف الجزائر. الجزائر اولا نزيهه في التدخلات تاعها. لما تتداخل من أجل الحق والقانون الدولي، وكل الناس تشهد الخصم قبل الصديق أن الجزائر من أول يوم استقلالها إلى يومنا هذا لم تخترق ولو بمليمتر القانون الدولي، مساندة للأمم المتحدة من بداية استقلالها إلى يومنا هذا، وما نقبلش الدول اللي تخرج على القانون الدولي. احنا دائما الجزائر وين تحط رجلها نجاح حليفه، لاننا نمشوا بالحق وما عندناش اطماع، لا اطماع اراضي ولا اطماع ماليه ولا اطماع جاه، ولا احنا تاريخنا يتكلم علينا، تاريخ حافل بالامجاد، ملايين الشهداء، وما نظلمش ودائما مع المظلوم. Karim Zeribi, je me tourne tout d'abord vers vous. L'Algérie, grand défenseur des causes justes depuis le recouvrement de l'indépendance nationale de haute lutte. Oui, bien sûr, le président Abdelmadjid Tebboune a rappelé ce soir les positions immuables de l'Algérie. En toutes circonstances, l'Algérie rappelle ses principes et est fidèle
je dirais, à ses positions en faveur de l'autodétermination des peuples contre la colonisation en Palestine, mais partout dans le monde. C'est la même position que l'Algérie a adoptée depuis l'indépendance. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît à l'Algérie d'avoir une position qui n'est pas à géométrie variable, contrairement à de nombreuses nations qui réagissent au gré des conflits dans le monde et des intérêts, j'ai envie de dire, particuliers de ces nations. L'Algérie, elle trace une ligne de principe qui est très claire, limpide. Amar Benjema, le représentant de l'Algérie au sein des Nations Unies, donne de la voix au nom des pays non alignés et rappelle effectivement que les principes de l'Algérie. Et d'ailleurs, ces principes, ce sont aussi les principes de non-ingérence que l'Algérie défend. C'est les principes aussi de médiation lorsqu'il y a un conflit au sein d'un pays entre des factions sur le plan intérieur. Et cette puissance-là, diplomatique, l'Algérie la déploie plus que jamais aujourd'hui au Conseil de sécurité, puisqu'elle y siège pour 2 ans. Et elle a permis, notamment en donnant de la voix, à faire passer cette dernière résolution. On en parlera certainement dans le courant de l'émission, même si elle n'a que peu d'impact aujourd'hui pour les Palestiniens. En tout cas, il y a, je dirais, une voix qui est portée par l'Algérie donc dans le concert des nations. Le président l'a rappelé ce soir, avec force et conviction, comme il le fait tout le temps. Mahdi Ben Aissa, la position constante de l'Algérie, elle est remarquable. Et la diplomatie algérienne s'impose de plus en plus. La diplomatie algérienne à l'égard de l'apartheid a toujours été ferme et je garde, alors que j'étais lycéen et étudiant, un souvenir intact de notre position vis-à-vis de l'apartheid, alors que le reste du monde, comme aujourd'hui à l'égard de la Palestine, pratiquait une espèce de réelle politique, alors que la réelle justice était attendue. Donc oui. Le régime sioniste est justement un régime d'apartheid. Donc du coup, ça va vraiment dans la continuité de ce qu'elle a fait avec l'Afrique du Sud à l'époque. Abdelmadjid Tebboune a également abordé l'objectif de permettre à l'État palestinien d'accéder comme membre de plein droit à l'ONU. On l'écoute. لما أخذت الكلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قلت آن الأوان أن فلسطين تصبح عضو كامل الحقوق وكامل العضوية في الأمم المتحدة ولو محتلة. Vous croyez à l'aboutissement de ce combat? J'en suis sûr. Que le combat aboutira. وفلسطين تكون عضو دائم في الأمم المتحدة. وما نتركش ميدان المعركة حتى نوصل للنتيجة هذه إن شاء الله. حبا نحب وكره من كره. احنا هذا مبدأنا. بغض النظر على واش يقول فلان ولا فلتان. فلسطين تدخل كعضو كامل في الأمم المتحدة. احنا دخلناها كعضو ملاحظ. جاء الوقت اليوم باش ندخلوها كعضو كامل. Karim Zeribi, l'Algérie mène, donc on le disait, une bataille diplomatique en défense de la cause palestinienne notamment. Est-ce que vous pensez que cet objectif est atteignable et que l'État palestinien pourra accéder comme membre de plein droit aux Nations Unies ? Je le crois d'autant plus que le contexte est insoutenable aux yeux de toutes les opinions à l'échelle internationale. On voit bien le gap qu'il y a, on en a souvent parlé, entre les gouvernants et les peuples du monde entier. Sur les 5 continents, il y a des manifestations massives contre ces injustices et il ne faut pas, à mon avis, se tromper. Le peuple palestinien aura un État plus rapidement qu'on ne le croit parce qu'il y a des pays qui vont donner de la voix. Alors on parle de l'Algérie, mais l'Irlande en Europe donne de la voix, la Belgique donne de la voix, l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice. Encore une fois, la force de l'Algérie dans ce contexte, c'est qu'elle ne définit pas ses principes en fonction de l'origine des peuples opprimés ou de la religion des peuples opprimés. Le président Abdelmadjid Tebboune l'a dit, il a dit on ne défend pas les Palestiniens parce que c'est un peuple musulman, on ne défend pas les Palestiniens parce qu'on a une proximité naturelle avec eux, on défend les Palestiniens parce qu'ils subissent une injustice, parce qu'ils subissent l'expropriation, parce qu'ils subissent la colonisation, parce qu'ils sont face à un oppresseur qui veut éradiquer ce peuple. Et plus que jamais, l'Algérie donnera de la voix pour qu'il y ait un État palestinien. Donc, et cet État palestinien verra le jour. Tant qu'il y aura le souffle palestinien, il y aura effectivement l'espérance de ce peuple palestinien. Et des pays comme l'Algérie peuvent être des pays catalyseurs, précurseurs pour créer une dynamique mondiale et remporter au sein des Nations Unies cette reconnaissance qui est indispensable et qui doit arriver le plus vite possible.
Karim Bouaziz, vous revenez sur cette reconnaissance qui est indispensable. Oui, indispensable. Le cessez-le-feu avait mis en joie beaucoup de monde. Hein. Ça a été salué par la communauté internationale. Sauf que la joie était très courte, de quelques heures. Le cessez-le-feu a été célébré. Mais le jour même, la nuit même, l'entité sioniste, à sa manière, a répondu à cette résolution en bombardant nuitamment Rafah et surtout incendiant même l'hôpital El-Shifa, enfin du moins ce qu'il en restait. Donc la résolution onusienne a été foulée aux pieds par l'entité sioniste et maintenant, à quoi s'attendre? Alors théoriquement, les membres de l'organisation internationale sont bien tenus d'accepter les mesures, les décisions et les mesures du Conseil de sécurité conformément à l'article 25 de la Charte des Nations Unies. Mais si un État refuse de s'y soumettre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Conseil de sécurité finalement dispose de très peu de moyens pour contraindre le pays intéressé. Il peut prendre des mesures punitives, bien sûr, mais celles-ci doivent une nouvelle fois passer par un cycle de vote, de peur. Il y a un risque qu'ils peuvent se heurter à un veto de l'un des membres permanents du Conseil de sécurité, par exemple les États-Unis. Il reste quoi finalement? Eh bien, ce qui n'a pas encore été appliqué, finalement, des pressions économiques, comme par exemple geler l'accord d'association que certains pays européens ont avec l'entité sioniste, surtout mettre un terme net à la livraison des armes, et surtout, pourquoi pas, la livraison des armes, comme le Canada et l'Irlande le demandent et le Canada l'a fait, voire une rupture nette des relations entre l'entité sioniste et certains pays, comme la Colombie. Sinon, c'est fournir un blanc-seing à Netanyahou et par la même occasion, et ça c'est le plus dangereux, risquer de voir les institutions internationales et les droits et le droit international rangés au rayon des accessoires inutiles. Karim Zeribi. 229 résolutions du Conseil de sécurité contre Israël face à la colonisation, à l'humiliation, au bafouement des droits humains, des droits de l'homme les plus élémentaires, aux violences perpétrées quotidiennement quasiment à l'égard du peuple palestinien. 229 résolutions non respectées du Conseil de sécurité et plus de 114 résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est vous dire combien ce pays se moque complètement des Nations unies, parce que derrière ce pays, il y a les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique continuent, au moment où nous nous parlons, en s'étant abstenus et en n'ayant pas posé son droit de veto à la dernière résolution qui a été présentée, de livrer des armes. De livrer des armes et des munitions à cet État criminel qui continue de tuer des Palestiniens et de les exproprier, notamment de Cisjordanie. Donc oui, vous avez raison, Karim Bouaziz, de le souligner, les Nations Unies sont dans une impuissance totale. Mais plus que cette impuissance-là, ce qui est dramatique, c'est que des continents, des pays pourraient prendre des mesures, à la fois sur le plan bilatéral, comme un embargo, comme couper les relations économiques. Cela a été fait pour la Russie de Poutine, sans qu'on en passe par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Pourquoi l'Europe est-elle dans la roue des États-Unis? Pourquoi l'Europe n'a pas d'identité politique? Pourquoi l'Europe ne coupe pas ses relations avec cet État? Pourquoi la Turquie ne coupe pas ses relations avec cet État? Des bateaux partent de Turquie tous les jours, chargés de marchandises, et du business continue de se faire avec cet État criminel d'extrême droite. Donc la réalité, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de volonté politique d'être aux côtés des Palestiniens. Et il en va de même pour les pays arabes, qui ne sont pas non plus exemptés de cette responsabilité de ne pas porter, je dirais, les objections fortes, puissantes sur le plan économique, isoler Israël. Ils ne le font pas. Donc pourquoi voulez-vous que le criminel Netanyahou s'arrête? Donc, il a une forme d'assentiment par-delà le Conseil de sécurité, par l'inaction des États et des puissances occidentales, des pays arabes. C'est un scandale ce qui se passe. Donc si un pays ne respecterait pas 229 résolutions du Conseil de sécurité et plus de centaines de résolutions de l'Assemblée des Nations Unies, il serait mis au pilori, il serait mis au banc de la communauté internationale. Il n'en est rien là. Donc c'est un scandale aux yeux et au vu de tous. Et encore une fois, on se sent impuissant. Heureusement que des pays comme l'Algérie donnent de la voix, apportent une aide humanitaire, portent la question palestinienne sur le plan politique avec un État reconnu. Heureusement, l'Algérie et d'autres font entendre cette voix-là, en espérant qu'il y ait à un moment donné dans la roue de l'Algérie de plus en plus de nations, de plus en plus de voix, de plus en plus de courage pour faire vivre ces principes-là. Mais force est de constater qu'on en est loin aujourd'hui à cause des États-Unis qui sont complices du massacre que subissent les Palestiniens. Complices. Oui,
faut également retenir que l'Algérie s'est démarquée par une action de soutien et de solidarité envers la Palestine en accueillant 45 enfants palestiniens venus tout droit de Gaza et 6 Algériens blessés. C'était jeudi dernier à bord de 2 avions médicalement équipés des forces aériennes nationales. L'objectif étant bien sûr d'accueillir à terme au total 450 enfants de Gaza. Justement, Nariman, vous faites bien de le rappeler. On revient justement sur cette opération de sauvetage, mais aussi sur l'envoi d'aide humanitaire dans ce sujet, signé Khaldin Batache. Il fait nuit à l'aéroport de Boufarik. Après d'interminables heures d'attente, l'avion en provenance du Caire transportant les enfants palestiniens et algériens blessés à Gaza est enfin sur le tarmac. Un soupir de soulagement pour ces enfants qui ont vécu l'enfer des exactions génocidaires sionistes 6 mois durant. Mon frère est tombé en martyr avant que je parte pour l'Égypte. Ma mère et ma sœur sont au nord. La situation là-bas est vraiment catastrophique. Ils ne trouvent rien à manger ou à boire, ni un lieu d'hébergement. J'aimerais les contacter en ce moment même et les entendre me dire que la guerre s'est arrêtée, que je puisse retrouver ma famille. Je suis fatiguée. J'ai envie de retrouver mes parents et mes sœurs. Mon père m'appelle pour me dire que je lui manque et je lui réponds que c'est la guerre qui nous détruit et qui nous éloigne les uns des autres. Mon père se trouve à l'hôpital européen de Rafah. Mes sœurs Khawla et Sabrine sont à Nusayrat et Malika est à Gaza. Chacun est dans un endroit, y compris ma mère et ma sœur Hala. Toute ma maison est détruite. Tout notre quartier à Beit Lahia et tout le nord de Gaza n'existe plus. Nous vivions notre vie le plus normalement du monde jusqu'à ce que les sionistes nous ordonnent de quitter et d'évacuer El Abrad, chose que nous avons faite. Nous n'avons pas pu prendre grand-chose avec nous, car cela s'est fait soudainement. Et à peine nous sommes partis qu'ils avaient commencé à bombarder El Abrad. Ce fut difficile, car nous dormions dans la rue. Il n'y avait rien à manger. Une ville entière dans une seule rue. La situation était très mauvaise et nous étions contraints par la suite d'aller vers le sud. L'initiative du président algérien Abdelmadjid Tebboune visant à prendre en charge 450 enfants palestiniens blessés pour bénéficier de soins suite aux blessures et aux traumatismes dus au bombardement sioniste barbare tombe à point nommé pour ces minots qui pourront retrouver en Algérie, deuxième patrie pour tout Palestinien, un semblant de calme et de tranquillité, même si les stigmates de la guerre et de l'éloignement ne s'effaceront probablement jamais. L'Algérie poursuit ses efforts incessants pour prendre en charge le rapatriement des ressortissants algériens bloqués dans la bande de Gaza, en dépit des difficultés et des entraves rencontrées. Désormais sur tous les fronts, après sa retentissante victoire diplomatique arrachée au Conseil de sécurité, l'Algérie, fidèle porte-voix du peuple palestinien et de ses innombrables souffrances, se tient au chevet d'une Palestine résistante qui plie mais ne rompt jamais jusqu'à ce que victoire soit proclamée. À noter également que ce sont les enfants les principales victimes de cette guerre génocidaire perpétrée par l'entité sioniste. Mahdi Benaïssa, un mot, un commentaire sur la mobilisation constante de l'Algérie pour venir en aide justement au peuple palestinien. Elle est courageuse, elle est évidente, elle est dans sa nature, mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quand le Conseil des Nations et l'ONU ont été créés, en différentes appellations, mais c'était justement pour apporter des réponses et que plus jamais il n'y ait de Deuxième Guerre mondiale. Et on constate pendant des décades que la Palestine, qui aurait dû trouver une réponse, qui aurait dû avoir toute la justice grâce à cet outil, ça ne s'est jamais fait. Et avec le temps, les chaînes de télévision d'information, les réseaux sociaux aujourd'hui, transmettent, rendent visible et criant cette injustice. Et aujourd'hui, on constate quand même que des pays qui n'ont jamais réellement pris position ou recherché la justice commencent, grâce à leur opinion publique, sensibilisés par la transmission de l'information et le partage, on ne peut plus ne pas voir. On ne peut plus. Comme on a dit après les camps d'Auschwitz, on ne savait pas. Aujourd'hui, on ne peut pas dire pour la Palestine, on ne savait pas, on n'a pas vu. Et donc, on se pose toujours une question, pourquoi ces grands organismes qui réagissent tellement vite dans les années 90 quand c'est une question pétrolière, face à la Russie, et là, tout d'un coup, ça traîne, ça n'écoute pas, ça ne fait... Ça, c'est très grave parce qu'il y a des millions de gens qui regardent et un jour, ils ne vont plus croire aux Nations Unies. Et ça, c'est le grand échec de l'humanité.
Très bien, merci Mehdi Ben Aissa. On passe tout de suite à l'actu à la une. L'actu à la une, c'est avec vous Karim Bouaziz. On reste en Palestine. Après Gaza, en Cisjordanie, un autre génocide se déroule, celui de la terre. En effet, on le constate et on le redit, le concert de condamnation de Netanyahou et sa clique de messianistes concernant les bombardements monte en intensité. Or, un autre génocide silencieux, celui-là, mais ô combien fatal pour le peuple palestinien, se déroule, et pas depuis le 7 octobre, mais bien antérieurement, à savoir l'annexion des terres en Cisjordanie, qui n'est pas dirigée par le Hamas, on le rappelle. En début de semaine, l'ex-chef d'un parti messianiste devenu ministre des Finances, son nom Bezalel Smotrich, annonce une saisie, ou plutôt un vol, de 800 hectares de terre, de parcelles de terre, en Cisjordanie. Outre son messianisme et le fantasme autour de la terre promise, Smotrich a un point commun avec Netanyahou, c'est qu'il risque la case prison pour malversation, corruption, sans parler de crimes de guerre. 800 hectares donc saisis, volés dans la vallée, la vallée du Jourdain, une terre agricole très fertile. Ça s'étend sur 70 km sur le long de la frontière avec la Jordanie. Elle comprend de nombreuses zones dégagées, non peuplées, ce qui en fait une réserve précieuse pour le développement de l'éventuel État palestinien, un jour on l'espère. Sauf que l'obstacle, ce sont les implantations juives, le terreau sûrement de ces 800 hectares, saisis en plus des 300 autres annexés il y a quelques jours. Preuve que la construction des colonies sionistes va continuer, des annexions qui pourraient rendre plus difficile le déplacement des Palestiniens désormais et surtout annihiler l'espoir d'un État palestinien pourtant demandé par l'ONU et quelques 170 pays. Il faut savoir que l'ensemble de ces zones prises équivaut à la plus importante saisie de terre depuis 1993, des colonies illégales selon le droit international, et néanmoins pas moyen d'arrêter leur réalisation. Karim Zeribi. C'est dans la continuité de ce que nous évoquions auparavant, avec les décisions qui avaient été prises au Conseil de sécurité. Quand j'évoquais les 229 résolutions du Conseil de sécurité, un grand nombre concernait la politique qui était menée en Cisjordanie. Une armée et des forces de sécurité israéliennes qui accompagnent les colons pour exproprier les Palestiniens, qui les emprisonnent, souvent sans passer par la case justice. Ce sont des détentions administratives pendant des mois, des années. Là aussi, on ne parle pas d'otages, curieusement, on parle de prisonniers, de prisonniers qui n'ont pas été jugés, de prisonniers qui sont enfermés de manière tout à fait arbitraire. Donc il y a la continuité de cette politique, mais vous l'avez évoqué dans votre présentation, c'est le dessein du Grand Israël, c'est ce dessein messianique, un gouvernement qui est composé de criminels et de, je dirais, de fous. On est dans la folie la plus totale. Comment ce peuple qui a vécu l'Holocauste peut-il faire vivre et subir au peuple palestinien ce qu'il subit? Moi, j'ai un problème là de compréhension. Et j'ai un problème avec ce peuple d'Israël que je n'essentialise pas. Parce que je suis convaincu que tous les Israéliens ne sont pas favorables à Netanyahou et à son gouvernement d'extrême droite, mais ils sont en place. Ça veut dire qu'il y a une majorité qui les a mis en place. Comment une majorité de descendants de l'Holocauste peuvent accepter une telle politique? C'est invraisemblable. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et il faut que nous puissions aussi faire émerger des voix contre cette politique, des voix à l'international. On a parlé des voix algériennes, on a parlé des voix sud-africaines, on a parlé des voix en Europe et irlandaises, belges, espagnoles, mais aussi des voix, je dirais, de confession juive, de voix israélienne. Moi, j'aimerais qu'on les entende encore plus, qu'on leur donne la parole, parce qu'il faut renverser ce gouvernement. On sait très bien que s'ils ne gouvernent plus demain, ils sont en prison. Ils sont en prison, donc ils sont poursuivis, et ils seront poursuivis d'autant plus pour les détournements qu'ils ont faits que pour crimes de guerre, parce qu'ils ont bafoué le droit international. Donc on est dans cette posture inextricable. On a l'impression qu'ils peuvent tout se permettre, que personne ne peut les renverser, tant que les États-Unis seront à leur côté. Il est là, la clé, elle est là en réalité. Et l'élection américaine arrive en novembre prochain. Biden pense que son salut passe par le soutien conditionnel à Israël. Donc on est dans une posture hypocrite. On pose un droit de veto, on s'abstient, on ne le manifeste pas, mais on livre des armes, on livre des munitions et on continue d'appuyer cette politique totalement criminelle et inhumaine. Et tout à l'heure, c'est Nariman qui parlait de ses enfants. Mais vous pensez que ces enfants vont devenir quoi? Ils seront des révolutionnaires. Ils seront des révolutionnaires.
On ne peut pas grandir avec un sentiment d'apaisement pour son voisin quand on a tué votre père, votre mère, votre oncle, votre frère, votre sœur. Quand on a fait de vous un orphelin, quand on vous a mis à mal, le traumatisme que ça génère pour ces enfants, pour ces femmes. C'est catastrophique. Il n'y a pas une histoire de racisme au fond, parce qu'à un moment donné, il faut trancher les questions. On ne dit rien sur l'Ukraine et la Russie, sur la Palestine, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont moyen-orientaux. Toujours ce deux poids, deux mesures, en fait. Il y a ça aussi qui joue peut-être, non? Je pense qu'on est plus dans un enjeu d'intérêt économique que d'une question pure de racisme. Je veux dire, si vous avez un pays musulman qui est allié de l'inacceptable et de ces forces-là, il sera toléré. Si vous avez un pays musulman qui s'insurge, là, effectivement, on va essayer de lui trouver des problèmes. Mais quelque part, sur le plan occidental, vous avez raison. Moi, j'ai même vu sur les plateaux télé des gens qui disaient que pour les Ukrainiens, c'est normal qu'on les accueille parce qu'ils ont les mêmes voitures que nous. On est allé jusqu'à ces comparaisons qui sont complètement, mais alors, stupides, à un point d'une ridicule. Oui, ils ont les yeux clairs, donc ils nous ressemblent. En réalité, on n'a pas grand-chose à voir avec les Ukrainiens quand on est français. Moi, je vous le dis, ni avec les pays de l'Est. Mais c'était plus facile d'accueillir un Ukrainien qu'un Syrien. Donc, parce qu'effectivement, un Syrien est musulman, un Palestinien est musulman. Et comme on a tendance à diaboliser l'islam, pas à combattre le terrorisme, à diaboliser l'islam, ça n'est pas la même chose. Parce que les premières victimes du terrorisme, ce sont les musulmans dans le monde. Donc on oublie souvent de le rappeler. Et les musulmans ne peuvent pas valider la thèse du terrorisme, donc, qui est à l'encontre des principes de base des musulmans. Et je le dis en plein mois de Ramadan, donc, où on ne peut pas aujourd'hui concéder à ces principes de tuer un homme ou de porter atteinte à une vie. C'est totalement à l'encontre des principes des musulmans. Donc oui, vous avez raison, il y a une forme de racisme, mais il y a aussi beaucoup d'enjeux économiques derrière. Israël représente quand même, donc j'allais dire, le bras armé des États-Unis au Moyen-Orient, et les intérêts américains sont préservés aussi par cet État. Mehdi Ben Aïssa, vous rejoignez un petit peu les propos de Karim Zeribi? Tout à fait, je rejoins et j'adhère même à ce que Karim vient de dire. Et vous savez, on a souvent cité certains pays européens comme les chantres un peu de la liberté. Et j'ai été très choqué quand, au début des opérations russes et du conflit entre l'Ukraine et la Russie, qu'on ait arrêté par exemple Russia Today en 48 heures partout en Europe. Ça n'a pas trop de sens parce que, ok, si vous décidez que c'est des menteurs qui ne savent pas faire, que c'est de la propagande, peut-être laissez-nous la liberté d'arriver à cette conclusion et ne pas le décider à notre place. Donc du coup, à tous les éléments, j'ai l'impression que l'incohérence ne tient plus aujourd'hui. Elle est en train de s'effilocher et ça devient de plus en plus visible. Espérons que cette fois-ci, une véritable solution soit trouvée. C'est ce qu'on espère en tout cas, même si là on est à pratiquement la fin du mois de Ramadan et que les bombes, comme le disait Karim tout à l'heure, continuent à tomber donc sur Gaza. Merci donc pour cette actu à la une. Place tout de suite au débat. Ce soir, nous avons choisi de revenir dans un premier temps sur cette polémique autour des publicités durant ce mois de Ramadan. C'est tout de suite. Et donc pour ce débat, Imen Merad nous a rejoint autour de la table. Bonsoir Imen. Bonsoir Nouhed, bonsoir et Sahaf Turkom.
Sahaf Torek, donc on entame ce débat avec l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, l'ARAV, qui a donc sanctionné plusieurs chaînes de télévision privées pour non-conformité du volume horaire des spots publicitaires diffusés au cahier de charge. Mahdi Ben Aissa, je me tourne vers vous. Vous aviez justement poussé un petit coup de gueule à propos de ce volume horaire beaucoup trop important durant ce mois sacré. Il n'a pas été tellement trop important, il a été même suicidaire. C'est-à-dire que l'expérience télévisuelle que vivent les téléspectateurs est complètement bafouée, parce que quand sur 1 heure de programme, vous avez plus de la moitié de publicité, on ne sait plus qui est le programme de qui. Et donc, là commence un peu une descente en enfer, parce qu'il y a rupture des accords, si vous voulez, entre toutes les chaînes de valeur d'une chaîne de télévision, c'est-à-dire publicité, programme, édition et spectateur. Là, il n'y a plus rien ne devient vertueux dans ça. Et on a vu déjà l'an dernier qu'on avait atteint des espaces publicitaires de quasiment 23 minutes. Tout le monde s'est insurgé. On espérait que ça allait s'arrêter. On a fait mieux cette année, on a fait 41 minutes. Donc on s'est dit, peut-être l'année prochaine, on va passer à 52 minutes de pub pour 8 minutes de programme. C'est exactement l'inverse de ce que recommande l'ARAV et les bonnes pratiques en télévision. Donc voilà, j'ai pris un peu position là-dessus. Et d'ailleurs, à cet égard, je m'excuse de la maladresse de la vidéo. Bon, j'arrive un peu à faire de la télévision, moins à me filmer, mais j'en appelais vraiment à tous les acteurs du métier à prendre conscience que c'était un point de non-retour. Et j'avais l'impression qu'on partait droit au mur, inconsciemment, ou certains le voulaient, je ne sais pas. Mais Mahdi Ben Aissa, comment est-ce que vous expliquez justement ces dépassements lorsque l'on sait que l'ARAV avait publié au début du mois de Ramadan un communiqué dans lequel elle appelait justement l'ensemble des professionnels du secteur de l'audiovisuel à se conformer strictement aux règles juridiques et éthiques. Est-ce que vous pensez justement que ces sanctions vont pousser les chaînes de télé à réduire justement ce volume horaire ? On parle de télévision qu'au mois de Ramadan, et c'est bien là le problème. Parce que la télévision, c'est toute l'année. Et je suis très content que l'ARAV prenne position régulièrement, toutes les semaines, elle rappelle. Je vois vraiment une volonté de réguler les choses, et en tout cas d'intervenir, comme on dit, de ne pas lâcher. Mais le problème vient du fait que depuis que l'ARAV existe, depuis 2016, elle a tellement été silencieuse par moments qu'on oublie que c'est une autorité. Et donc, c'est un peu un rapport de force. Il a fallu un peu rappeler les choses. Donc, ce qui a été fait cette année n'aura pas de résultat dans l'immédiat. Il y aura des sanctions, mais les sanctions seront inférieures à ce que ça a rapporté. Le jour où une sanction vaudra 2 fois le chiffre d'affaires de l'infraction, là, je pourrais comprendre. Mais ce n'est pas grave, on avance. Là, je vois qu'il y a du mouvement et c'est déjà une bonne chose. L'idéal serait que l'année prochaine, 5 mois avant le mois de Ramadan, on commence à rappeler les constantes. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que quand vous intervenez le premier jour de Ramadan ou la première semaine, comprenez que les contrats ont été signés, les engagements ont été pris. Et je peux comprendre que le ministère ne veuille pas tout faire échouer. Ça serait toute la profession qui perdrait. Mais là, je pense que certains ont bien noté que l'année prochaine, ça ne sera pas possible. Enfin, je le souhaite. Ou alors, ce qui s'appelle autorité devrait changer de nom. Karim Derbi, en tant que téléspectateur, que pensez-vous justement de ce type d'agissement? Je ne sais pas si vous regardez les séries algériennes ou pas, mais en tout cas, ça dérange quand on voit plusieurs publicités qui s'affichent à l'écran, notamment durant un programme télévisé, en plein milieu d'une scène. Ça dérange et j'irai même au-delà. Je pense que ça peut représenter un danger, une forme de lobotisation des esprits. Donc on considère le téléspectateur comme un consommateur. Mais un consommateur, je dirais, au sens le plus matérialiste du terme. Or, la télévision, c'est l'information, c'est le divertissement. Et si on pollue, je veux dire, c'est cette double dimension qui est essentielle et qui fait l'essence même de ce média, avec des publicités en permanence, je dirais, on fait perdre tout le sens et tout l'intérêt qu'il y a à mettre en place des programmes attractifs, des programmes que l'on peut regarder en famille, des programmes qui peuvent être aussi consacrés aux enfants. Il y a des pays qui ont légiféré avec beaucoup de fermeté. Vous savez, en Allemagne, par exemple, sur 1 heure de programme, il y a 12 minutes de publicité.
Et si vous dépassez donc ces 12 minutes, vous êtes sanctionné par l'autorité de régulation. On peut même vous empêcher d'émettre. Donc il y a une grande fermeté là-dessus. Et puis en Suède, par exemple, pour les moins de 12 ans, là aussi, donc, on estime effectivement que la publicité est nocive. Et donc on interdit certaines publicités. Après, il y a d'autres secteurs de publicitaires qui sont interdits dans certains pays, l'alcool par exemple et autres. Mais moi, je trouve qu'en Algérie, quand j'ai regardé la télé, j'ai été frappé de voir qu'en plein programme, on ne coupe même pas le programme. Donc, on surligne le programme avec des écrans publicitaires au bas de en incrustation. Ça m'a choqué. Directement avec des placements de produits. Oui, c'est choquant. Oui, je veux dire, ça dénature complètement le programme. La télévision n'est pas un commerce comme un autre. En télévision, il y a deux grandes valeurs, la souveraineté et la culture. N'en déplaise à certains. La souveraineté, c'est ce qui a prévalu à la fermeture et à la préservation du paysage audiovisuel. Or, aujourd'hui, parfois, quand je vois le chaos qu'il traverse, le fait qu'il soit sous une forme offshore, je m'inquiète sur cette dimension-là. L'aspect culturel, lui, il est en construction. Et si on régule, parce que les gens doivent bien comprendre que la régulation n'est pas une sanction, n'est pas un frein, mais au contraire, dans nos métiers, c'est une création de valeur. C'est-à-dire, si vous limitez la publicité, par exemple, à 8 minutes par heure, vous la chérissez, vous la grandissez. C'est-à-dire que le spot coûtera plus cher, il y en aura moins, on s'en souviendra plus. Mais il faudra produire à côté 52 minutes de publicité, de contenu. Or là, on a franchi la moitié-moitié. Et donc, au regard des deux valeurs premières de la télévision, selon moi, l'argent de la publicité n'est pas un argent comme un autre. C'est pour ça que cette année, on a franchi une ligne dangereuse sur laquelle il va falloir vite revenir, ou alors le marché va s'écrouler, d'une part. D'autre part, et c'est ça la bonne nouvelle, on remarque quand même une élévation et une croissance de la qualité des programmes par rapport aux années précédentes. En tout cas, la croissance est constante depuis quelques années. Et la publicité est venue gâcher ce plaisir-là. Aujourd'hui, toutes les enquêtes disent que les spectateurs est saturé et ça a été un cauchemar pour lui. Mais que se passe-t-il quand les chaînes ne respectent pas le cahier des charges en Algérie? Que se passe-t-il? Alors, il y a des sanctions qui sont... C'est pas une question piège. Il y a des sanctions, il y a des sanctions. Si je me permets, il y a des sanctions, on ne connaît pas leur valeur. Voilà. Et pour l'instant, on ne connaît pas. Mais ce qu'il faut noter, c'est que la rave est en train de revivre un peu de ses cendres. Espérons que ce ne soit pas un petit sursaut ramadanesque, mais que ce soit une véritable démarche. Vu l'état du paysage audiovisuel algérien, aujourd'hui, il faudrait que la rave intervienne juste après l'Aïd constamment. Pardon, excusez-moi. Il y a cette nouvelle loi sur l'audiovisuel qui a été promulguée en décembre dernier. Mais qu'est-ce qu'elle prévoit finalement, cette nouvelle loi? Elle prévoit plein de choses, mais qui n'ont pas été encore appliquées. C'est ça. Et la question qui revient, c'est que ces chaînes sont des chaînes offshore. Elles ne sont pas installées en Algérie. Leurs studios sont en Algérie, mais juridiquement, elles ne le sont pas. Alors, elles ne sont pas algériennes quand il faut respecter les lois, mais elles sont algériennes quand il s'agit de facturer. Et ça dure depuis des années, et ça, je n'arrive pas à comprendre qu'on accepte ça. Surtout qu'avant le Hirak, on ne l'a pas accepté pour certaines. Et la réaction a été rapide et violente. Maintenant, ce n'est pas grave. Je ne suis pas... On en parlait tout à l'heure. Je ne livre pas bataille. Je suis dans la construction. Je veux juste vivre une expérience de télévision, en tant que spectateur, mais pas seulement, intéressante. C'est possible. Après octobre 88, quand la diversité de presse s'est installée, ça a été un vrai projet social. En revanche, l'arrivée de télévision ne l'a pas été. Ça a été une situation d'urgence et ça s'est très mal passé. On le paye aujourd'hui. Mais je pense qu'avec octobre 88 plus le Hirak, on devrait, si on n'est pas dans le déni, obtenir de bonnes télévisions. Ce non-respect émane des chaînes privées essentiellement ou aussi des chaînes publiques? Essentiellement des chaînes privées. Alors, essentiellement des chaînes privées, mais le public, lui, il est dans une crise parce que quand on a ouvert ces chaînes-là, on ne lui a pas donné une prérogative. C'est-à-dire, c'est toujours la même chose, on privatise le risque et on mutualise le risque et on privatise les bénéfices. C'est-à-dire une chaîne publique qui couvre un pays comme l'Algérie, qui n'a quand même pas la Belgique en termes de surface,
demande des moyens, des équipes. Vous ne pouvez pas les jeter en pâture en termes de concurrence publicitaire avec des chaînes pour qui l'Algérie va de Boumerdès à Tipaza et qui filment avec des téléphones portables. Sans compter qu'il y a une fiabilité télévisuelle qu'un organe broadcast, alors qu'au début, ce n'était pas le cas des autres. Donc, c'est comme, pour vous donner un exemple, je vois souvent à la télévision française, c'est que France 2, qui est le groupe de télévision publique, a des prérogatives de dimension nationale que n'ont pas les autres. La deuxième coupure d'M6 n'est intervenue qu'entre la couverture du territoire. Nous, tout d'un coup, du jour au lendemain, on dit hop, tout le monde est à égalité. Ce qui est d'autant plus injuste, et qui, je suis convaincu que ça a été pensé comme ça, c'est que quand en 2012, on a ouvert le paysage, on s'est retrouvé avec des télévisions en HD. Donc les annonceurs ont dit « Ah non, nous on va faire de la pub sur des chaînes HD, c'est plus joli et tout ». Et on a laissé depuis 10 ans l'organe public en SD. Donc si ce n'est pas un coup de poignard dans le dos, je ne sais pas comment on appelle ça, quoi. Alors Mahdi Ben Aissa, avant de lancer la pub dans 3 minutes, je voudrais d'abord qu'on passe à Iman Merad qui a quelque chose à nous dire. Donc Mahdi Ben Aissa, bonsoir. Donc, bonsoir. De par votre métier, vous avez relevé le non-respect un peu du travail des artistes, donc qui n'a pas été valorisé par ces coupures pub assez récurrentes. Donc de l'autre côté, nous venons de parler du non-respect du téléspectateur qui est tout aussi important. Donc la polémique du temps imparti à la pub nous renvoie donc à plusieurs interrogations. S'agit-il au final de promouvoir les produits, de remplir les emplacements publicitaires, d'une maigre production à diffuser ou à la recherche de profits à outrance. Donc là, la publicité intrusive au mois du Ramadan ne concerne pas seulement cette année, nous venons de le dire, cela fait quelque temps, plus précisément avec l'apparition des chaînes privées, que nous constatons un matraquage publicitaire télévisuel qui, disons-le clairement, nuit à la santé mentale du téléspectateur. Donc le placement du produit à outrance avant, dans, pendant, après, pendant les émissions, pendant les feuilletons, sans parler de la qualité des spots. Donc non pas que les compétences ne soient pas présentes, bien au contraire, les annonceurs font appel à des agences de publicité qui ne font pas forcément confiance à la nouvelle génération qui a une vision différente de la leur. Donc le travail des équipes est donc biaisé, par conséquent le produit final est limite, on va dire médiocre, toujours les mêmes thématiques, le chant, la danse, aucune créativité qui donnerait justement l'opportunité de faire passer les bons messages. Le monopole de certaines agences de publicité, le rôle des agences médias, le matraquage publicitaire contre-productif. Quel est donc le rôle de la publicité? Quelle est la cible? On ne peut pas se permettre de diffuser des publicités sur tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Les professionnels de la publicité se basent sur des études pour proposer une plage horaire adéquate aux produits vendus. Or, nous sommes face à un remplissage du petit écran occultant délibérément l'impact négatif de cette surpromotion. Je voudrais aussi rajouter la confusion entre un spot et une série, car les acteurs sont les mêmes que les protagonistes dans les spots publicitaires. Où est donc le respect du téléspectateur qui se retrouve à slalomer de chaîne en chaîne, évitant comme la peste les spots publicitaires? Où est donc au final l'utilité si personne n'y prête attention et l'acte d'achat n'est pas atteint? C'est vrai, Mahdi Ben Aissa, on fait souvent face à ces acteurs qui jouent dans une série, qui après, on les voit dans une publicité, on ne sait plus si c'est la série qui a commencé ou si c'est une pub. On ne sait pas en fait que, pardon, je pose juste une question rapidement. Plein de On ne questions. sait pas en fait que le paysage audiovisuel algérien est en train, entre guillemets, de calquer un peu le modèle américain en termes de pub non-stop. Enfin, je pense au Super Bowl par exemple. Il y a plusieurs éléments. En tout cas, tout a été évoqué, oui. Mais on va rester factuel. Si on veut construire, on va se fixer quelques objectifs et les atteindre pleinement. Je ne veux pas rentrer dans discuter de la qualité des publicités, c'est-à-dire de la créativité. Ça, il y a des gens spécialistes pour ça. Ce qui m'intéresse, c'est deux choses. Qu'il n'y ait pas rupture dans la chaîne de valeur entre l'annonceur et le spectateur. Si le spectateur quitte les chaînes, et souvent vous avez eu des gens qui commencent à dire « moi je ne regarde pas la télévision, je vais le voir sur YouTube ». Et là, on sort d'une monétisation nationale, c'est-à-dire il y a de l'argent qui n'est plus dans la boucle. Si l'annonceur, c'est-à-dire ce qu'on dit, les industriels, ceux qui ont les marques, pensent qu'on les a malmenés, qu'on a malmené leurs marques, qu'on les a bernés, pour dire clairement les choses, là tout s'effondre. Donc, peut-être que l'objectif, c'est de revenir à des temps de publicité corrects.
en tout cas, je dis correct, ce qui est déterminé par la norme. Par la norme. Ne pas confondre la publicité et le programme. On met des panneaux, publicité, il y a la publicité, publicité, ça sort. Voilà. Les placements de produits doivent être régis. En plus, c'est mal vu parce que quand vous mettez dans une série des placements de produits vendus en Algérie exclusivement, vous ne pourrez pas exporter votre programme. Et des gens qui prennent le café le matin avec 12 kilos de beurre sur la table. On est d'accord. Où il manque le bray, mais il y a un truc qui manque sur la table. On est d'accord. Vous avez un paquet de lessive par-ci, du détergent par-là. Ça, vous savez, je donne toujours l'exemple, quand on achète 1 litre de lait, je veux trouver 1 litre de lait. Vous ne mettez pas 3 quarts d'eau dedans. Et donc, les choses sont simples. Quand on regarde un programme. Voilà. Donc, quand on regarde un programme, on regarde un programme. Maintenant que les comédiens fassent de la publicité, pourquoi pas? Si c'est dit comme tel. Mais, parce que, encore une fois, la télévision n'est pas un commerce comme un autre. Ou alors on ouvre. Et à ce moment-là, vous allez avoir 100 chaînes de télévision et le marché va s'effondrer. C'est ce qu'on appelle dans le monde de la télévision la libanisation. Dans les années 80, il y a eu ça. Non, à partir du moment où l'État dit, voilà, il y a tant de chaînes et pas plus, quelque part, on a une clientèle captive. Mais la jeter en pâture à cette action publicitaire est contre-productif d'abord pour les produits. Et croyez-moi, après l'Aïd, ça va chauffer entre les annonceurs et les agences. Très bien, on continue à en parler. L'exemple de la jeune femme. On continuera à en parler dans quelques instants, tout de suite après la pub. Tout de suite après quoi? La pub. Encore? Salam alaikum. سمعنا بلي تبع كوتي اللي بزاف بارابور لي زونلاين. Question suivante, s'il vous plaît. Matter Holding. Strategic Investments. Regardez la grande émission, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on continue notre débat et je me tourne vers vous, Karim Zeribi. Vous vouliez réagir tout à l'heure à l'intervention de M. Mahdi Benaïssa. Oui, non, je voulais rebondir sur le terme que Mehdi avait utilisé, le terme de régulation. Donc je pense que c'est le vrai sujet, il est là en fait. C'est le cœur du problème. Moi, je me souviens que le patron de la plus grande chaîne française, qui est une chaîne privée, à forte audience, avait dit, et je reprends les propos, permettez-moi de les lire, il avait avoué crûment que sa chaîne servait qu'à rendre le cerveau du téléspectateur disponible au message publicitaire, confirmant ainsi la stratégie de TF1 qui était uniquement basée sur une approche commerciale. Et il avait évoqué le fait qu'il était en situation d'aider les marques à vendre leurs produits en disant qu'un message publicitaire, il fallait qu'il soit perçu et il fallait que le cerveau du téléspectateur soit disponible pour bien le percevoir. Il disait nos émissions ont pour vocation de le rendre disponible, ce message publicitaire, c'est-à-dire de le divertir, de le détendre pour le préparer entre deux messages. Ce que nous vendons, c'est du temps de cerveau humain disponible. Mais tout est dit. Je veux dire, et si vous n'apportez pas la régulation par une autorité indépendante, ben je pense qu'on va avoir demain des médias qui seront simplement et uniquement basés sur une approche commerciale. Donc peu importe la dimension culturelle, peu importe la dimension, je dirais, du divertissement au sens qualitatif du terme, ils seront là pour, je disais au début, j'ai utilisé le terme de lobotiser les cerveaux disponibles et faire en sorte que le téléspectateur soit uniquement un consommateur, non pas de contenu intéressant, mais un consommateur au sens le plus matérialiste du terme. On va tuer le média au final. Parce que le monde de l'argent, pardon, c'est
c'est que le monde de l'argent prend de plus en plus de place au sein de ces télés et le mot a été lâché, souverainiste. Peut-être que le monde de l'argent est en train de faire pression de plus en plus et qu'il y a des règles, c'est vrai, mais elles ne sont pas appliquées. Donc peut-être que... Elles ne sont pas respectées. Respectées, mais exactement. pour rebondir sur ce que vient de dire Karim, le lait, quand il a sorti ça dans un contexte français, en face, il avait un système de régulation d'une grande puissance. Cette chaîne est obligée de produire un certain nombre d'heures de programmes unitaires par an, d'investir dans le contenu aux jeunes, du contenu scientifique, pédagogique. Donc, il y a un foyer, comment on appelle ça, un terreau législatif qui rend son langage extrêmement violent. D'ailleurs, un lait aux États-Unis, ça donne Fox News, par exemple. Mais tout à l'heure, vous parliez de ces télévisions américaines. Oui. Pourquoi allons-nous chercher dans le monde les pires exemples? Les télévisions américaines gratuites sont ce que vous dites, mais eux, ils ont HBO, ils ont tout un... Ils ont une télévision à 2 vitesses. Ce n'est pas le but. Ayons une télévision de service public. Quand je dis service public, ce n'est pas forcément d'État, service public. D'accord? Et il y a des exemples qu'on peut suivre. L'Angleterre, l'Allemagne, la France. Voilà des exemples de télévision intéressantes qu'on pourrait développer. Il faut toujours mettre le contenu au cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, les télévisions privées n'ont de privé que le nom. C'est une délégation de l'État dans l'action culturelle. C'est-à-dire, l'État délègue une création, c'est-à-dire je vous donne la possibilité de faire des télévisions, vous allez gagner de l'argent avec de la pub, mais je vous demande de créer des contenus. Et c'est comme ça que, sans que ce soit tout à fait à sa charge, il peut multiplier l'offre culturelle pour les citoyens de cette manière. C'est le sens du cahier des charges. Et l'autre problème, c'est qu'on focalise sur le mois de Ramadan. On pense que tout est sur Ramadan. Alors, ça, c'est quelques personnes. C'est pendant ce mois que l'audimat augmente significativement. Les familles se réunissent majoritairement au mois de Ramadan, tous ensemble, face aux petits mais pas tous ensemble. En fait, c'est comme ils sont tous réunis, donc c'est une cible qui est quand même assez importante. Donc c'est un maximum. Voilà. Oui, mais je me souviens que quand j'étais un peu plus jeune, on était autour de la table, on regardait la télé, les séries commençaient pendant qu'on était autour de la table. C'était pas des publicités qui passaient pendant qu'on était autour de la table. Il n'y a pas très longtemps, parce que vous n'êtes pas quand Oui, donc, il y avait une télévision unique, ouais. D'accord, qui n'avait pas autant de publicité, d'accord, et c'était le temps de l'écran unique. Mais avec bien que l'Algérie a toujours été, après les États-Unis, le pays où il y avait le plus d'écrans par foyer. D'accord. Aujourd'hui, l'audience est atomisée. On n'est plus comme avant à regarder une seule chaîne de télévision avec des taux d'audience énormes. Aujourd'hui, il y a la répartition sur les chaînes, la répartition sur les plateformes, il y a plein de choses qui interviennent. Mais il y a tellement de pubs partout qu'on n'arrive même pas à se stabiliser sur une chaîne. Les réseaux sociaux. Oui, vous avez une chaîne qui a... Le digital. Oui, mais alors, 30 minutes, 40 minutes, c'est énorme. Moi, je me rappelle d'une période de ma vie où j'achetais des programmes et on venait me dire, voilà mon programme de télévision, mais voilà combien j'ai fait de vues sur Internet. Voilà. Premier, deuxième, troisième, quatrième rendez-vous. Après, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, on va arrêter de faire de la télé et on va acheter de l'espace sur YouTube. Et dès qu'il y a une requête qui vient d'Algérie, je passe ma pub. Ça me coûtera 10 fois moins cher. Mais de l'autre côté, j'avais envie que des producteurs puissent sortir des programmes. J'avais envie que des producteurs sortent de nouveaux produits. Parce que dans chaque programme, qu'on le veuille ou pas, il y a notre identité. On a besoin de se voir. Et pour tout à l'heure, je crois qu'on va parler des contenus. Mais on y arrive justement au contenu. Voilà, c'est pas perdu. Et je n'aime pas le discours fataliste que les forces de l'argent essaient de nous vendre de la publicité. Et je dirais même, je ne dis pas que la publicité est un mal nécessaire. Pas du tout. La publicité est un chaînon du cercle vertueux, mais qu'il soit vertueux. Oui. Est-ce que vous n'insurgez pas contre une forme de télévision, parce que vous avez parlé de contenu culturel, j'ai l'impression que vous parlez un peu du format, j'exagère un peu, Arte. Non, Arte, c'est-à-dire du contenu culturel. Ce n'est pas la vocation de toutes les télés de faire du contenu culturel. Patrick Lelay l'avoue, il le dit, je donne du temps, du cerveau disponible pour que les marques viennent s'incruster et puis diffuser des marques. Donc, est-ce que vous ne parlez pas d'une certaine forme de télé? Alors, Mehdi Benrissa, il faut répondre un peu rapidement, comme ça on peut revenir sur... La réponse rapide, c'est que tu m'enfermes dans un projet élitiste ou utopique. Ce n'est pas le cas. Ils l'en font. Non, on n'en est pas là. D'abord, ayons des chaînes généralistes avec plus de programmes et moins de publicité.
C'est l'objectif. Et croyez-moi, ça crée un appel de programme qui fait du travail pour nos producteurs, nos comédiens, nos scénaristes, nos techniciens. Le but, il est là aussi. Sachez que, parce qu'on travaille que pour Ramadan, 3 mois avant Ramadan, tout est saturé. Oui, oui. Alors, éteignons, fermons toutes les télévisions les 11 autres mois. Non, il n'y a pas autant de il y a des solutions. Ce n'est pas une affaire de pub, c'est une affaire de contrat. C'est-à-dire, quand vous dites que les familles regardent la télévision au mois de Ramadan, ensemble. On a constaté ça. Oui. Mais soyons factuels. Est-ce que vous avez des instituts qui mesurent cela? Est-ce que nous avons des mesures tout au long de l'année? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, toutes les semaines, prend les mesures au nom, comme une mission publique? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on mesure toutes les semaines. Oui. On ne sait pas ce que nous avons fait, Ramadan. Notre calendrier télévisuel est souvent axé sur notre calendrier religieux. Donc les Eid, il y a des événements, les vacances, les rentrées, les fêtes religieuses, tout ça n'est pas mesuré. Mais il y a des outils de statistiques en Algérie, il y a une médiamétrie. On mesure l'audience ou pas? La médiamétrie, comme tu l'entends, il n'y a pas. Mais il y a des gens qui font un travail, mais quand on leur commande une étude, s'il n'a pas dit que celui qui a commandé était le premier, il ne la paye pas. Ah ouais. Donc, la médiamétrie, il faut rappeler que c'est l'ensemble des acteurs du secteur qui ont accepté et adhérer à la méthode. Tout à fait. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas la rejeter. Donc, peut-être que la RAV devrait elle, payer, structurer, organiser une mesure d'audience permanente de tout le monde. Radio, télévision et même les réseaux sociaux. Karim Zeribi, comment est-ce qu'on pourrait dynamiser la production audiovisuelle selon vous? Comment est-ce qu'on pourrait dynamiser la production audiovisuelle? Bon, déjà, je pense qu'il y a un cahier des charges qui doit être établi par la puissance organisatrice, donc celle qui doit être en charge de la régulation. Ensuite, derrière, il y a des contenus qui doivent être privilégiés par segment aussi de la population. Et puis après, il y a la manière dont on peut nourrir, j'ai envie de dire, tout ce qui est démarche un peu artistique et culturelle à travers les médias, à travers la télévision, à travers les droits d'auteur. Donc je ne sais pas moi comment est organisée l'Algérie de ce point de vue quand j'entends dire qu'il n'y a pas de médiamétrie. Donc c'est quand même, j'allais dire, le premier pas aussi vers la capacité à jauger l'intérêt des téléspectateurs et des citoyens. Je veux dire, donc si on ne sait pas effectivement ce que recherche le téléspectateur, comment on peut fournir un contenu? Hadi Benaïssa, c'est pas en cours d'installation justement cette médiamétrie? Oui, j'ai entendu parler ça. Je sais même quelle est la technique qui a été retenue. Mais la question, vous savez, la médiamétrie devra se mettre en place, mais en même temps, nous devons parfois être prescripteurs de programmes. C'est-à-dire on propose des choses qui n'ont pas forcément une grande audience, mais qui ont une grande utilité. D'une point. Comment dynamiser le secteur? Oui, il y a des solutions. Il y a des solutions. La télévision n'est pas pour moi commerciale. Elle est vraiment un vecteur culturel. C'est un foyer de production et d'accomplissement. Je le dis comme ça. Alors, je peux paraître utopique, mais franchement, on en a besoin. Je dis toujours, ce qu'on dit en télévision, ça évite de se le dire dans la rue. Comprendra qui comprendra. Et j'ajouterai une chose. Je propose, par exemple, que la RAV continue dans sa démarche et surtout donne une vision du projet télévisuel public. Il faut donner de la vision. Si vous dites, par exemple, il faut déjà séparer, par exemple, les chaînes thématiques des chaînes publiques, des chaînes généralistes. Il y a des chaînes thématiques d'information et de cuisine qui, au mois de Ramadan, deviennent généralistes. Donc ça veut dire qu'elles viennent sur le marché des généralistes, alors que les généralistes, elles, font des choses toute l'année. Les grilles n'ont pas le même coût, les investissements humains ne sont pas les mêmes. Une chaîne d'infos coûte moins cher qu'une chaîne généraliste. Imaginons, pour produire 20 heures de programme Ramadan, vous en produisez 40 Fiftar. D'accord? Ça, si vous le dites un an à l'avance, les agences vont l'expliquer aux annonceurs, le travail va être fait, les grilles vont être préparées, et à ce moment-là, l'investissement peut être lissé. Alors, on ne va pas passer de 80% à 50-50, mais on peut légèrement, si on prend 20% de Ramadan pour le Ftar, on commence à basculer. Mais il y a des gens qui aimeraient ne pas y croire et qui ont réussi à faire passer cette idée. C'est là où une autorité de régulation, au nom de l'intérêt du spectateur, peut l'imposer. Ça permettra de créer un appel de programme toute l'année et de créer de l'emploi pour la filière toute l'année. Et la réalité, c'est qu'on est dans la course à l'audience.
Mais partout, attendez, moi je suis. On n'est pas dans une course à l'audience puisqu'elle n'est pas mesurée. Non, mais d'accord. Dans l'audience présumée. Mais justement, l'audience présumée, et c'est elle aussi qui conditionne la publicité, cette audience présumée. Donc, moi je le vois en France. Je suis dans les médias en France, c'est la course à l'audience en permanence. L'obsession de celui qui anime une émission, c'est combien nous avons fait de téléspectateurs. Par combien nous sommes écoutés. Je veux dire, c'est la dictature de l'audience. J'utilise un terme fort. Je veux dire, aujourd'hui, si vous ne faites pas d'audience, que vous soyez une chaîne privée ou une chaîne publique en France, votre émission ne durera pas. Karim Bouazizi a donné l'exemple d'Arte. Je dirais qu'il y a qu'Arte qui accepte d'avoir une niche de public, éventuellement, parce qu'ils ont un cahier des charges. C'est une approche qui est binationale. Le cahier des charges d'Arte. Donc, ouais, fait la cinquième. Aujourd'hui, tout le monde regarde les audiences. Ils sont le nez fixé sur les audiences. Et ils ne tardent pas, parce qu'aujourd'hui, on peut, avec les box, quasiment en temps réel, mesurer le taux d'audience en France. Donc, on n'attend même plus le lendemain pour savoir le niveau d'audience que l'on a fait. Donc, et toute la remise en question d'une émission est basée sur ça. Il faut le dire, je veux dire, parce que derrière, ça conditionne les rentrées d'argent, qui conditionne les moyens pour le média donc, de pouvoir vivre et se développer. Je suis assez d'accord avec Karim, moi. Hein. Je veux dire, quelque part, on subit les puissances de l'argent, mais que ça nous fasse plaisir ou pas, ce n'est pas un slogan. On subit les puissances de l'argent qui, quelque part, portent un diktat sur le contenu. Je veux dire, si ça ne marche pas, même si l'émission n'est pas intéressante, on doit clore le débat. Quand vous avez un groupe public au milieu, ça équilibre les choses. Très bien. On va continuer à parler d'audiovisuel et d'autres choses dans la suite de notre émission. Messieurs, attendez quelques instants. On passe tout de suite à la séquence culture. Regardez la grande émission spéciale Ramadan et pour cette partie, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Rabah Slimani. Bonsoir.
Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors je vous présente en quelques mots, vous êtes réalisateur, scénariste et producteur cinéma. C'est bien ça. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Et puis notre journaliste Safouane Ben Sabri nous a également rejoint autour de la table. Bonsoir Safouane. Bonsoir Noël. Sans plus tarder donc, place à l'entretien tant attendu. C'est avec vous Naliman. Alors exactement, Rabah Slimani, bonsoir. Nouhad vient de le dire, vous êtes réalisateur, scénariste, acteur. Autant dire que vous avez parcouru plusieurs champs liés à la production audiovisuelle et cinématographique. La semaine dernière, on a d'ailleurs reçu Jafar Qassem sur notre plateau et on avait abordé avec lui la façon dont il élaborait ses scénarios de ses productions. Vous qui avez rédigé le scénario de Dmoua Loulia, un drama qui a été très suivi pendant ce mois de Ramadan, qu'est-ce qui vous a inspiré pour Dmoua Loulia ? Il m'a inspiré, comme je l'ai dit et redit, en fait, dans ma démarche, dans l'écriture, je me considère comme un miroir. C'est-à-dire, je ne juge pas, j'essaye de mettre la lumière sur beaucoup de phénomènes et, en fait, les présenter dans une fiction, c'est-à-dire amplifier les conflits, de sorte qu'on puisse se voir et en débattre. C'est-à-dire, je ne suis jamais dans le jugement. Et mon inspiration, en fait, c'est ce qui se passe autour de nous, mais sur les phénomènes sociétaux, en fait. C'est vraiment de l'intérieur. On voit aussi que l'élément violence est assez dominant dans Dmoua Loulia. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de tristesse, beaucoup de conflits. Est-ce que vous pensez que c'est à l'image de la société algérienne, toute cette violence ? Faut juste sortir, faire un tour et voir. En fait, c'est une violence qu'on n'assume pas. C'est-à-dire, nos relations, elles sont compliquées, elles sont chargées en émotions, en violence, et on essaye de se voiler la face. Et justement, nous, on a l'occasion, dans ce genre de programme et de feuilleton, de mettre en avant ces phénomènes-là et ces problèmes-là. Très bien. Alors, nous savons, selon l'avis de plusieurs experts, qu'il y a une véritable crise du scénario en ce moment aujourd'hui en Algérie, dans le champ artistique et audiovisuel. Les scénaristes, on pourrait dire qu'ils se font assez rares. Comment pensez-vous qu'on pourrait encourager aujourd'hui le travail scénaristique dans notre pays ? Les scénaristes, ils sont rares. Non, il y en a énormément, mais ceux qui arrivent à l'écran, ils sont rares. Donc c'est ça. Pourquoi ? Déjà, on a un problème de production. Il y a très peu de production, donc très peu de personnes peuvent montrer ce qu'ils savent faire. Et on a aussi un grand problème de formation, parce qu'on a l'impression qu'écrire un scénario, c'est simple et c'est facile, alors que c'est un travail purement technique. Le don, être doué pour raconter des histoires, ça, tout le monde peut le faire. Maintenant, écrire une histoire et faire en sorte qu'elle soit filmée, c'est-à-dire écrire pour l'écran et pour la caméra, ça, il faut vraiment être formé. Et on a, pour ne pas dire qu'on n'a pas de formation, il y a très très peu d'offres de formation dans ce domaine-là. Madi Benaïssa, vous rejoignez les propos de Rabah Slimani par rapport aux scénaristes ? Tout à fait. Le problème qui subsiste, c'est le manque de production, c'est-à-dire le nombre de programmes. Aujourd'hui, je serais incapable de vous dire en 2023, combien d'heures de programme on a produit, ni en 2022. Donc déjà, il faut commencer à avoir une vraie base de données et la renforcer d'année en année. C'est ce que fait, par exemple, ce que devrait faire un organisme comme l'ARAV. Le fait qu'il manque des scénaristes, d'abord, ça a été un peu l'enfant pauvre. C'est comme l'image et le son. Les caméras HD ont rendu les images plus belles tout de suite, et elles ont même rattrapé certaines imperfections de photographie, alors que dans le son, on a toujours sous-évalué ces personnes parce que leur travail n'a pas été tangible. Voilà. Alors que ce n'est pas vrai. Ce sont des techniciens qui ont tout leur rapport au film. Il y a toujours ce problème, les gens un peu de l'ombre. Et l'écriture a souvent été absorbée par les réalisateurs. Mais on voit émerger un certain nombre de gens qui arrivent. Jafar Qassem, dont vous avez parlé tout à l'heure, est un des premiers à créer des ateliers d'écriture en amont de ces séries. C'est-à-dire qu'il se donne le temps de refuser de la matière, de l'élaguer. Alors que quand vous êtes pris par le temps, et là on parlera tout à l'heure du gros problème de la production de Ramadan, c'est que les validations viennent peut-être 2 mois avant Ramadan. Donc tout le monde écrit quasiment le jour le jour.
Un scénariste, il a besoin d'écrire parce qu'au moment où vous écrivez une idée, vous la trouvez géniale, vous la relisez dans 3 jours, vous dites, mais c'est pas possible, j'ai pas pu écrire ça. Donc, le temps, donner du temps. Ces gens-là ont besoin de temps. Il n'y en a pas un à qui on a dit, est-ce que tu peux me préparer pour Ramadan 2025 une série, là aujourd'hui? Non, ils vont venir le voir peut-être 4 mois, 5 mois avant. Il devient script, il n'est pas scénariste. Justement, Mehdi Ben Aissa, le mois de Ramadan touche bientôt à sa fin et vous disiez sur Facebook il n'y a pas si longtemps que vous n'étiez pas prêt à donner votre avis sur le programme qu'il y a eu durant ce mois. Sauf que là, bon, c'est bientôt la fin, certaines séries arrivent vraiment à la fin. Qu'est-ce que vous avez pensé des séries qui nous ont été proposées donc, durant ce mois? Quelle a été la série qui vous a marqué? Normalement, j'ai un droit de réserve. Mais j'ai dit ça parce que j'ai été souvent invité, notamment à Ramadan les fêtes, au 2e jour du mois de Ramadan. Bah nous, on a attendu la 3e semaine de Ramadan. J'ai dit là, on ne peut pas, par respect aux gens, parler de leur travail le 2e jour. Surtout qu'on m'a demandé de ne pas trop parler de l'autre programme parce qu'il était sur l'autre chaîne, parce que c'est des émissions de plateau. Bon, déjà, vous êtes... Bah nous, on n'a rien. Vous, voilà. Vous êtes ni juge ni parti. Mais je ne dirais pas... Ce que je constate avec vraiment plaisir, parce que j'aime la télévision, c'est qu'on a des produits, des productions aujourd'hui qui ne se cannibalisent pas. Elles ont vraiment leur propre identité. Quand vous voyez le Fchouch, quand vous voyez le Batha, quand vous voyez le Bagani, quand vous voyez... elles ont un univers. Je vois aussi l'éclatement d'une scène artistique très intéressante. Et voilà, je ne reviendrai pas sur la publicité qui a gâché ça. Certains programmes sont vraiment... ont une identité propre. Ils gagneraient à s'étendre le FTAG. Ça, c'est un problème de budget dont il faut parler un jour. Voilà. Mais je ne vous dirai pas ce qui m'a plu. Très bien, on en parlera tout à l'heure en off. Je reviens vers vous. Outre les dramas, vous avez réalisé un documentaire engagé sur le Sahara occidental intitulé Wenibik. On regarde la bande-annonce et je vais vous poser quelques questions dessus. يتخطى ذاك الحاجز ولا ذاك الجدار نقول عنه فرصين الحياة باش نعيش. وخبط عيني خير كنت نقول وانا قلعت عيني ماتت يا ماتت. نحن طفولتنا ما عشناها وحتى شبابنا ما عشناها. هذا رانا نطالب جميع احرار العالم من اجل التدخل من أجل إنقاذ الحياة. ما فيه مستقبل يعني هذا ما يخلع شعب جبار ديروا تعزيز رب يرحم الشهداء. أنا خاصني ندير شي حاجة، خاصني نخدم القضية. Alors, Wenibik s'est fait remarquer dans de nombreux festivals. Il a notamment été primé dans un festival assez particulier, c'est le FISAHARA, qui est à notre connaissance le seul festival artistique au monde qui a eu lieu dans des camps de réfugiés. Quelle est selon vous l'importance aujourd'hui du cinéma dans l'accompagnement des causes justes? Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui comme un artiste engagé? Oui, le film le montre si bien. Et moi, je considère qu'être artiste, c'est être engagé. Peu importe la cause et peu importe ce qu'on défend ou ce qu'on revendique. Pour le film Wenibik, en fait, je ne connaissais pas vraiment la cause du Sahara occidental. J'avais quelques idées, je savais que c'était un peuple occupé. En 2016, j'étais invité dans un festival, il s'appelle Artifariti. En fait, c'est un festival d'art visuel, d'art plastique, un festival international. Et j'étais invité pour animer des ateliers avec des jeunes sahraouis. Donc, une fois arrivé au camp de réfugiés, je commence à découvrir vraiment la cause et l'ampleur des dégâts. C'est-à-dire causer sur ce peuple et l'ampleur de la souffrance. Et je commence à découvrir. Donc, j'ai réagi en 2016 en réalisant un court-métrage qui s'intitule Selmin. Et ça raconte l'histoire d'un jeune Sahraoui qui s'est donné en adoption en Espagne. Il retourne à l'âge de 30 ans pour la première fois. Donc j'ai eu la chance de filmer une première fois pour un documentaire.
Et ce court-métrage, il a fait une tournée. Il a commencé à être sélectionné dans plusieurs festivals à travers le monde. Et là, j'ai compris que, enfin, j'ai vu et j'ai senti qu'il y a une soif de savoir ce qui se passe et de connaître ce conflit parce qu'il y a un embargo médiatique vraiment énorme autour de cette cause et de ce conflit. Donc, j'ai commencé à travailler sur Wanibik. Et j'ai commencé en 2016 et le film est sorti en 2022. Donc, c'est un film qui m'a pris 6 ans. Wanibik, ça raconte l'histoire de jeunes étudiants de cinéma sahraoui parce que dans les camps de réfugiés, il y a une école de cinéma et qui forme ces jeunes à fabriquer et à faire des films. Donc, j'ai suivi ces jeunes dans leur dernière année où ils devaient réaliser leur film de fin d'études. Donc pendant cette dernière année scolaire, je les ai suivis en filmant leur film. Donc il y a un film dans un film. Et pendant ce parcours, j'ai essayé de documenter la situation, les camps de réfugiés, les territoires libérés, les territoires occupés, et surtout le mur qui coupe le Sahara occidental en deux, le deuxième mur plus long au monde après la muraille de Chine, un mur long de 2720 km, le terrain le plus pollué au monde, qui compte plus de 7 millions de mines antipersonnelles. Et voilà, le film est sorti et il a tout de suite commencé sa tournée. Alhamdoulilah. Donc Wanibik est sorti en 2022. Est-ce qu'il est toujours diffusé dans les salles ou dans d'autres festivals ou autres? Il est sorti en 2022. La première, c'était le festival Fi Sahara. C'était la 17e édition, festival dans les camps de réfugiés. Après, on a fait beaucoup de dates, surtout en Europe de l'Est, en Amérique latine. Et jusqu'à aujourd'hui, 2 ans après. Maintenant, je suis content parce que le film il est vraiment en train d'accomplir sa mission. Parce qu'une fois on a terminé le cycle des festivals, aujourd'hui il est projeté dans les universités. Le mois de janvier, on a fait l'université de Francfort, dans le département d'anthropologie. On a fait le 6 avril, on sera à l'université Santa Cruz des îles Canaries. Le 12 avril, on sera à Rome. Et donc, on a beaucoup de départements d'anthropologie, d'ethnologie, justement, de sciences politiques, qui projettent le film et qui débattent justement de la situation du Sahara occidental. Mahdi Ben Aissa, ça vous parle, vous, les films engagés en tant que commissaire du Festival international du film engagé? Je pars du principe que, vu la profusion d'images aujourd'hui, un film de cinéma est un engagement en lui-même. Je suis vraiment impressionné par votre travail. Et je pose juste la question, comment vous avez produit votre film? Alors, comment j'ai produit mon film? C'était une mission vraiment compliquée. Excuse-moi. Alors, j'ai commencé à compte d'auteur. Oui. Donc, tout ce qui est repérage, les premiers temps, c'était à compte d'auteur. Après... Coproduction, c'est ça? C'est une coproduction, c'est ça? La coproduction est venue vraiment 4-5 ans après. C'est-à-dire, j'ai développé le film dans une résidence d'écriture qui s'appelle Africa Doc. Le film, au développement et à l'écriture, il a été classé premier, donc j'ai pu bénéficier d'une résidence de... Est-ce qu'une chaîne de télévision vous a accompagné ou acheté ou préacheté? Au départ, quand j'ai fait la rencontre de coproduction à Saint-Louis, on appelle ça les Tinques, oui. Donc j'avais 2 chaînes, j'avais Lyon Capital TV, je ne sais pas si je peux citer. Est-ce qu'une chaîne algérienne vous a accompagné ou préacheté? Oui. Enfin, j'ai eu le 1TV qui a rejoint le groupe. Oui, c'est là où on constate quand même que le documentaire est un foyer de croissance énorme, sous-exploité. Exactement. Notamment dans nos télévisions. Très bien, messieurs. Avant de clore donc, cette partie avec Nariman, Mahdi Ben Aissa, le prochain festival international du film engagé, c'est quand? Début octobre. On n'a pas de date arrêtée encore. Du 3 au 10, mais très bien. Voilà. On vous invitera pour nous en parler à ce moment-là. Avec grand plaisir. On se tourne à présent vers Safwan Ben Sabri. C'est le moment de la séquence histoire. Et on reste toujours dans la défense des causes justes. On le disait en début d'émission, l'actualité internationale a été marquée par une résolution du Conseil de sécurité pour un cessez-le-feu à Gaza. Je vous propose de revenir sur ce sujet avec Safwan Ben Sabri. On en parle juste après. Le 25 mars dernier,
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution exigeant un cessez-le-feu à Gaza, une annonce ayant provoqué l'ire de l'entité sioniste. Malgré la résolution de l'organe suprême de l'ONU, l'armée d'occupation a provoqué la mort de 71 Palestiniens ces dernières 24 heures. Retour sur l'historique des résolutions du Conseil de sécurité à l'encontre de l'entité sioniste, un parcours marqué par le non-respect du droit international. Dès 1955, l'entité sioniste est épinglée par l'ONU. Le 29 mars, le Conseil de sécurité condamne déjà l'entité sioniste pour le raid sur Gaza. Il y a 68 ans déjà, l'entité sioniste bombardait Gaza, une situation qui fait écho à celle d'aujourd'hui, une réalité endurée depuis 66 ans par les Gazaouis sur plusieurs générations. Le 30 juin 1980, le Conseil de sécurité de l'ONU déclare nulle et non avenue la décision de l'entité sioniste de modifier le statut de la ville d'Al-Quds. Le Parlement sioniste vient de voter une loi visant à transformer Al-Quds en capitale après une occupation illégale de la ville depuis 1967. Le Conseil demande par ailleurs à l'entité sioniste de mettre fin à l'occupation et déplore le refus continu de celle-ci de se confronter aux résolutions onusiennes. En 2016, la célèbre résolution 2334 exige à nouveau de l'entité sioniste qu'elle arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans les territoires palestiniens occupés. À la surprise générale, les États-Unis s'abstiennent. La résolution jette un froid dans les relations entre Tel Aviv et Washington. Le 25 mars 2024, la dernière résolution du Conseil met fin à 8 années de silence de l'instance. L'agression continue de Gaza consacre donc plus de 6 décennies de violation du droit international. Voilà, c'était donc un sujet réalisé par vous, Safwan Ben Sabri. L'entité sioniste a été épinglée à plusieurs reprises par les Nations Unies. Celles que vous venez de citer n'étaient pas les seules. Exactement. Malheureusement, pour citer toutes les fois où l'entité sioniste a violé le droit international, il aurait fallu un reportage de plusieurs heures. Mais j'en ai retenu quelques-unes qui, à travers l'histoire, ont été marquantes. En novembre 1967, la résolution 242 est votée suite à la guerre des 6 jours. Elle souligne l'inadmissibilité de l'acquisition des territoires par la guerre, une guerre lancée par l'entité sioniste sur ses voisins arabes. En août 1969, la résolution 270, je cite, condamne Israël pour les attaques aériennes dans le sud Liban. En septembre 1969, la résolution 271 condamne le non-respect par Israël des résolutions de l'ONU concernant Jérusalem. En octobre 1973, la résolution 337 condamne encore une fois Israël pour avoir violé la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban. En 1985, le Conseil de sécurité condamne vigoureusement cette fois-ci Israël pour avoir bombardé le quartier général de l'OLP à Tunis, bilan 68 morts. J'ai fait le décompte, au total 226 résolutions sur le conflit israélo-arabe de la part du Conseil de sécurité de l'ONU. Sur ces 226 résolutions, 42 ont été, selon le journal israélien Haaretz, ouvrez les guillemets, continuellement, ouvertement et de manière flagrante, violées, sans que les gouvernements ne soient tenus responsables de leurs actes. C'est tout simplement un record mondial. L'entité sioniste se place au premier rang du classement des pays enfreignant les résolutions de l'ONU. On peut parler d'une sorte de régime d'exception. Très bien. Karim Zeribi, il y a un lien manifeste entre l'occupation du Sahara occidental et de la Palestine, hein, les deux pays qui souhaitent finalement être complètement indépendants. Il y a une attente qui est relative à l'autodétermination de ces peuples, donc, qui doivent aujourd'hui pouvoir bénéficier d'une reconnaissance, même si dans la mise en œuvre, les choses sont différentes sur les deux problématiques. D'un côté, il y a un référendum du peuple sahraoui qui est attendu pour qu'il puisse se déterminer, et de l'autre côté, qu'il y a un État palestinien qui doit être reconnu et qui, petit à petit, grignoté par la politique messianique de l'extrême droite donc israélienne. Mais la problématique est la même au fond. Ce sont des peuples qui ne sont pas reconnus comme tels. Et on rappelle, Karim Zeribi, qu'il y a une alliance militaire entre l'occupation marocaine et l'occupation sioniste. Bien sûr qu'il y a une alliance. D'ailleurs, elle ne s'en cache même plus. Je veux dire qu'il y a des forces armées qui sont présentes, qui se déploient. Tout ça est même de la provocation. Donc on sent qu'il y a une volonté de créer le clash. Et là, encore une fois, comme je le fais souvent sur
je dirais, la différence entre un gouvernement d'extrême droite, messianique, criminel, voyou, et les Israéliens ou les Juifs. J'aime bien dissocier les choses. Moi, j'aime bien quand on fait preuve de discernement. Il y a des Juifs aujourd'hui qui sont contre ce gouvernement voyou, criminel. Il y a des Marocains qui sont contre la politique qui est menée d'alliance, de normalisation des relations de leur gouvernement avec le peuple marocain qui se révolte souvent, qui manifeste. C'est pour ça qu'il faut considérer que le peuple marocain reste un peuple frère, avec lequel il faut continuer de maintenir des relations fraternelles et marquer un désaccord politique sur le choix de leur gouvernement. Mais ces choses-là doivent être aussi dissociées. Sinon, on crée une forme d'embrasement entre les peuples qui n'a pas lieu d'être, parce que les peuples veulent entretenir une relation fraternelle. Donc il faut qu'elle puisse perdurer, cette relation-là, malgré les désaccords, les tensions, les crispations qui doivent se régler sur le plan diplomatique et politique pour éviter la guerre. Parce que l'alternative à la guerre, c'est quoi? C'est la politique, c'est la diplomatie. Je veux dire, une fois qu'on n'use plus de voies diplomatiques et de voies politiques, c'est la confrontation militaire. La confrontation militaire, c'est le dernier recours normalement. Mais force est de constater que pour éviter cela, il faut être deux. Est-ce qu'il ne faut pas imposer le respect du droit international, justement, comme alternative? Oui, mais le droit international, là, encore une fois, on a vu ce qu'il prévalait, le droit international. Vous voyez bien qu'on statue en matière de droit international aux Nations Unies sur la Palestine. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Les bombardements continuent. Donc on a eu des envoyés spéciaux des Nations Unies. Les envoyés spéciaux ont fait des rapports qui indiquaient effectivement le caractère référendaire du Polisario. Et pour autant, on n'a pas eu droit à ce référendum. Il y a toujours des forces qui se mettent en travers, des intérêts qui se mettent en travers. Ce territoire, aujourd'hui, il est pourvu. Il est pourvu au détriment de l'autodétermination du peuple sahraoui. On a reçu cette semaine Ronnie Broman, juif, mais un juif pour les causes justes et qui n'arrête pas de militer pour un État palestinien. Et il nous a dit, moi, en tant que juif, j'ai peur parce que je risque ma vie avec la montée de la tension au sein de nos sociétés occidentales. Et il a lâché une phrase, c'était lors d'une émission, il a dit, au fond, le sionisme, la mission du sionisme, c'est de déspiritualiser le judaïsme. Oui, mais Ronnie Broman, effectivement, qui est un intellectuel, un homme engagé, qui prend des risques, qui fait preuve de courage et qui se dit se sentir en danger par la politique qui est menée là-bas, qui traite Netanyahou de criminel. Mais je crois qu'il fait une analyse qui est intrinsèque aussi à ce qu'il est, à ce qu'il ressent au plus profond de lui-même. Donc il est juif, il est légitime pour en parler. Donc sa famille a vécu l'Holocauste et il ne comprend pas que ce peuple qui a vécu l'Holocauste puisse accepter un gouvernement qui reproduise, je dirais, la terreur, le massacre, l'éradication d'un peuple. Des voix comme celle-là, elles existent. Il faut s'appuyer sur elles, il faut les mettre en avant, il faut les mettre en exergue. Sinon, on va entériner la guerre des civilisations que certains, je dirais, imaginent, espèrent. Et pour éviter cela, il faut créer des ponts entre les communautés, des ponts entre les religions. Parce que ça n'est nullement une guerre de religion, ce qui se passe en Palestine. C'est une guerre d'occupation, c'est une guerre de colonisation, c'est une guerre d'expropriation, comme elle peut se passer ailleurs. Et comme il faut défendre ces principes partout et pour tous, et pas à géométrie variable. Et elle est là, la force de la puissance diplomatique algérienne. C'est qu'elle ne varie pas. Elle ne regarde pas qui est touché par l'oppression. Elle ne regarde pas qui mérite d'être en situation de s'autodéterminer pour choisir son destin. L'Algérie, elle a des positions qui sont immuables. Et c'est ce qu'on lui reconnaît partout dans le monde. Et elle défendra toujours les révolutionnaires qui se battront pour obtenir, j'allais dire, justice. Et ça, c'est une force que l'Algérie ne doit pas perdre, parce qu'elle rend aussi son peuple fier de ses positions, de ses principes. On peut avoir des divisions au sein de la nation algérienne, comme il y en a dans toutes les nations, mais il y a une forme d'unité, de cohésion vis-à-vis de ces principes-là. Et c'est important de les partager et que ça dépasse les frontières de l'Algérie. C'est ce qu'on fait aujourd'hui en donnant de la voix aux Nations Unies. Mais un peuple, il est fier quand il se bat pour la justice, vous savez. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, tant qu'il y aura un souffle, il y aura un combat pour la Palestine. Safwan Ben Sabri, vous vouliez réagir? Non, par rapport à ce que dit Karim Zeribi, il parle de politique messianique de la part du gouvernement israélien. En effet,
on est dans du délire total. Je veux dire, on se demande souvent, surtout les non-initiés, pourquoi l'entité sioniste ne respecte pas le droit international, pourquoi elle ne s'y soumet pas. Ils respectent et ils répondent à un logiciel complètement différent dès le départ. C'est-à-dire qu'ils utilisent la Bible comme cadastre parce que la Bible hébraïque dit qu'il y a 2000 ans, ce territoire revenait aux Juifs, alors il doit le revenir maintenant. Donc, on entend Netanyahou qui parle de réaliser la prophétie d'Isaïe et qui justifie l'offensive, le massacre sur Gaza à travers des écrits auxquels personne ne croit, mis à part les dirigeants de l'entité sioniste. Je veux dire, à partir du moment où c'est un courant fasciste et intégriste, de plus en plus des évangélistes, des messianistes, ils sont en train de devenir majoritaires au sein de la classe dirigeante israélienne. Et alors qu'il y a des voix qui sont pour la paix, elles sont malheureusement étouffées par cette caste-là. On a des Smotrich, celui qui avait menacé de larguer une bombe nucléaire sur Gaza aussi. Il y a Ben Gvir aussi qui sont de plus en plus extrémistes. Donc, on parle, le chef de la diplomatie israélienne avait traité l'ONU d'antisémite. C'est-à-dire, au bout d'un moment, on ne peut pas, à chaque fois qu'on n'est pas d'accord avec Israël ou l'entité sioniste, être antisémite. Ça n'a pas de sens. Soit tout le monde est antisémite, soit personne ne l'est. Soit le problème vient d'autre part. Peut-être la vérité est antisémite aussi, peut-être c'est ça le problème. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est sur quoi je voulais rebondir. En fait, quand on défend la cause palestinienne, on essaye de museler ces défenseurs sous le sceau de l'accusation d'antisémitisme. Moi, j'ai été très très clair et je le suis partout, à Paris comme à Alger. Moi, je suis pour la libération des otages, des deux côtés. Parce que je considère qu'il y a des otages des deux côtés. Contrairement à certains qui prétendent qu'il y a des otages d'un côté et des prisonniers de l'autre. Moi, je considère qu'il y a des otages des deux côtés. Je suis pour la libération des otages. Est-ce que le gouvernement d'extrême droite israélien est pour la libération des otages? La réponse est non. Il se fout des otages et des otages israéliens. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui des membres des familles des otages israéliens qui prennent la parole dans les médias et qui demandent à ce que stoppe ce massacre, en disant que c'est totalement, je dirais, inconscient que de poursuivre effectivement ces frappes et ces attaques sur Gaza, sur Rafah, et parce que ça met en danger la vie des otages. Donc, il ne faut pas non plus caricaturer la situation. On peut être contre l'antisémitisme, pro-palestinien, pour la libération des otages, pour la sécurisation des populations civiles des deux côtés, et pour un État palestinien, et pour l'arrêt de la colonisation et de l'expropriation. Ça passe tout d'abord, Karim Zeribi, par un cessez-le-feu. Oui, mais quand on nous écoute défendre la cause palestinienne, on nous dit « mais vous ne parlez jamais des otages ». Mais évidemment qu'on parle des otages. Mais moi, je veux que les otages israéliens rentrent chez eux. Mais je veux qu'il y ait un État palestinien. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a 6 000 prisonniers palestiniens. Bien sûr. C'est pour ça que je parle d'otages libérés des deux côtés. Et que je parle de détention administrative aussi, qui ne passent pas tous par la case de justice. Vous savez qu'il y a un rapport du Sénat en France. Les sénateurs, des gens sérieux, habituellement, c'est la Chambre des sages, qui démontrent qu'il y a des enfants, des adolescents, qui ont pris 10, 15, 20 ans de prison pour jet de pierre. Sans être jugé. Détention administrative, sans être jugé. C'est pas sérieux. On ne peut pas se prétendre démocratie quand même, quand on applique de telles mesures. Et comment on peut parler de civilisation, de droits de l'homme, de démocratie vertueuse? Donc, à un moment donné, les mots n'ont plus de sens, n'ont plus de signification. Je veux dire, face à ce qu'on pose comme théorie, il faut qu'on mette en face la pratique. Et la pratique n'est pas à la hauteur aujourd'hui de ce qu'on prétend de cet État. Alors, encore une fois, 2 États vivant en toute sécurité, un État palestinien. C'est ce que portait le président Benmajid Tebboune dans son intervention, en disant on se battra jusqu'au bout pour qu'il y ait un État palestinien. Et on fera entendre la voix de l'Algérie aux Nations Unies pour ça. Donc il ne faut pas lâcher là-dessus. Parce que je pense que tous les combats qui mènent à la justice, je revoyais le film de Larbi Ben Midi, le biopic, qui montrait ces révolutionnaires algériens de 54 à 62, qui décrétaient qu'ils ne lâcheraient jamais le combat pour l'indépendance de l'Algérie. Et c'est parce qu'ils ont décrété qu'ils ne lâcheront jamais, même si les armes étaient inégales, le rapport de force était très inégal, on a obtenu l'indépendance de l'Algérie. Comme on obtiendra un État palestinien. Rabah Slimani, Karim Zeribi évoquait justement le combat des Algériens pour l'indépendance de l'Algérie. On peut faire un petit peu le parallèle avec le combat du peuple sahraoui pour son autodétermination, mais aussi le combat des Palestiniens pour leur indépendance. Exactement. En fait, moi, pendant les 6 ans de fabrication du film, j'ai fait un travail d'immersion. Donc, j'ai passé beaucoup de temps jusqu'à apprendre la langue hassani. Donc,
et j'ai côtoyé les Sahraouis dans leur lutte et dans leur combat. Et moi, mon constat, en fait, la Palestine et le Sahara occidental, c'est les deux dernières colonies au monde. Et le procédé est le même. Donc pour moi, l'ennemi et le bénéficiaire, c'est le même. Et ça, concrètement, quand on est sur le terrain, on voit les mines antipersonnelles made in Israël. Très bien. On voit les Marocains, ils les attaquent avec des drones israéliens. Et les alliés, ceux à l'ONU ou ailleurs qui soutiennent justement Israël et qui soutiennent le Maroc, c'est les mêmes. Donc le combat, voilà, le combat c'est le même, le problème, le conflit c'est le même et une solution doit être la même, c'est-à-dire le référendum, l'autodétermination et la justice pour ces deux peuples. Très bien, et l'impunité est la même, on le rappelle. Exactement. Encore une fois. Merci à tous d'avoir été là ce soir. Merci à vous, Rabah Slimani, d'avoir répondu présent. Mahdi Ben Issa, merci à vous également. Karim Zeribi, merci d'avoir fait le déplacement. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné ce soir sur le plateau, mais aussi en régie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi notre programme un peu en décalé ce soir. Très bonne soirée. Sahasharkom. Ce programme vous a été présenté par l'ANEP. Ce programme vous a été présenté par Air Algérie. Ce programme vous a été présenté par Madar Holding. Le Nomad Fashion, partenaire styliste du programme.